La Méditerranée. Une étendue d'eau de près de 2,5 millions de kilomètres carrés, moins de 1% de la surface des océans. Et pourtant, elle abrite près de 17 000 espèces identifiées, soit environ 10% de la biodiversité marine mondiale. Un écosystème riche, unique, mais aujourd'hui fragilisé. Chaque été, l'activité touristique fait grimper la pollution marine de 40%, plus de 220 millions de visiteurs, et la pression ne cesse d'augmenter. À cela s'ajoutent 2 défis supplémentaires. La surpêche, qui vide les eaux plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer. Et puis le trafic maritime, incessant. La Méditerranée capte 15% du trafic mondial et plus de 9000 navires y naviguent chaque jour. Mais derrière ces chiffres, il y a des voix. Des pêcheurs, des habitants, des acteurs locaux, de véritables témoins de ce qui se joue ici. Ces témoignages sont des alertes, mais aussi des appels. Et c'est pour les écouter, les comprendre et les transmettre que nous avons pris la mer. Nous sommes Vendespol, une association étudiante née de la passion de naviguer et de la volonté d'agir. Une vingtaine d'étudiants, tous différents, mais reliés par une même ambition, comprendre, témoigner et défendre. Notre mission ? Une semaine de navigation, un tour des îles et un documentaire pour partager ce que nous avons vu, vécu et appris. Chaque année, nous portons le projet Vent d'Espoir, une aventure à la voile qui combine exploration, apprentissage et sensibilisation. L'an dernier, c'était en Bretagne. Nous avons fait le tour des îles du Nord-Ouest, découvert leur fragilité et écouté ce qui les protège. Cette année, cap au sud, direction la Méditerranée. Ses criques turquoises, sa biodiversité exceptionnelle, mais aussi ses menaces bien réelles. Et c'est ainsi que le 1er mai, nous avons mis les voiles depuis hier, avec une question en tête. Comment préserver ce trésor fragile qu'est la Méditerranée ? Édition Vent d'Espoir numéro 2, swipé. Ça y est, c'est le grand jour, celui du départ. Pour cela, rendez-vous à Hyères dans le sud de la France. 3 voiliers, 3 skippers et une semaine de navigation qui nous attend. Tout le monde se retrouve et découvre les bateaux dans lesquels nous allons vivre pour les prochains jours. Avant d'appareiller, une étape essentielle, le briefing avec nos skippers, Côme, Camille et Gaspard. Ils nous expliquent les règles de sécurité, la vie à bord et nous donnent les premières clés pour apprendre à naviguer ensemble. Une fois l'état des lieux terminé, chaque pôle fait un rapide dernier débriefing et nous voilà prêts. Direction le Lavandou pour cette première traversée qui compte 2 à 3 heures de navigation. Une expérience familière pour certains, mais une découverte totale pour d'autres. Alors, on largue les amarres et c'est parti. Vent d'Espoir 2025 peut commencer. En fin d'après-midi, la navigation s'installe. Au fil de la traversée, chacun prend ses marques. Qui doit hisser la grand voile, qui prend la barre. Et déjà, le groupe commence à former un véritable équipage. Mais ce soir, place à la convivialité. Au Lavandou, on découvre le port et on partage un premier dîner, chacun sur son bateau avec son équipage. Puis, l'ensemble du groupe se retrouve au restaurant du port. Musique, ambiance locale, rencontres. L'aventure humaine commence autant que la navigation. Pas trop tard tout de même, car demain, une journée intense nous attend. Entre mes doigts, une idylle d'autrefois. La lune habile montre un chemin, suivant le fil qu'on coupera demain. C'est si facile, main dans la main, d'y croire encore. Dès notre premier réveil du séjour au port du Lavandou, nous partons à la rencontre d'acteurs locaux sur le bord. Notre premier interlocuteur se révèle être un gendarme maritime.
Le rôle de la gendarmerie maritime, on est présent sur l'eau, en gros sur toute la Méditerranée, enfin toute métropole. Moi, je parle pour la Méditerranée. Les différents bateaux qui sont disséminés en fait sur chaque département. Et après, on contrôle tout ce qui se passe en mer. On est gendarmerie spécialisée, mis par emploi auprès de la marine. C'est la marine qui nous donne les moyens, qui nous donne une mission aussi. On est vraiment acteur pour tout ce qui est préservation de la Posidonie, qui est vraiment un herbier à protéger et important en Méditerranée, parce que c'est l'herbier où il y a tous les alevins et où les poissons se reproduisent. Il y a eu pas mal d'arrêtés qui ont été faits en ce sens par la préfecture maritime et on est là pour les faire appliquer. Donc, principalement, c'est pour les navires de plus de 24 mètres. C'est ces navires qui ont été ciblés, où ils ont des zones d'interdiction de mouillage. Donc là où il y a des herbiers de Posidonie, parce que c'est vrai qu'ils sont aperçus que ce type de bateau avec les ancres, en fait, ça arrache beaucoup les Posidonies, tout à fait. La quantité de bateaux, là, le problème, c'est que la quantité, c'est au même endroit, en fait. Tout le monde va être au même moment, au même endroit. Voilà. Et ils sont en train de mettre en place, effectivement, des zones réglementées. Également, ils sont en train de faire des SMEL, donc des zones de mouillage spécifique. S'il y a des espèces qui sont interdites, type mérou, corbe, ou réglementées, type le thon rouge, soit des quotas pour les pêcheurs professionnels et les plaisanciers, ou soit carrément des espèces qui sont interdites à la pêche. Vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont en infraction. Non, heureusement, il faudrait être un peu plus nombreux et avoir un peu plus de moyens. Vous savez très bien que l'espèce humaine est faite de gens qui sont toujours à la marge et il y a toujours qui sont là pour faire du business. Cet entretien nous a permis de mieux comprendre la législation en vigueur en Méditerranée et le rôle essentiel de ceux qui veillent à la faire respecter. Mission matinale accomplie, nous repartons cap vers Porquerolles. Alors que nos équipages se nourrissent et se rapprochent tranquillement de notre destination, l'un de nos 3 navires perd le contrôle de la barre. Tous les équipages sont mis à contribution pour tenter de trouver une solution. Allez, j'y sais. Quelque chose ? Y a rien ? Le bateau concerné retrouve finalement un semblant de directive grâce à la barre de secours qui lui permet de repartir jusqu'à hier afin de faire réparer le bateau. Pendant ce temps, les 2 autres équipages poursuivent leur navigation vers Porquerolles. À hier, cette mésaventure nous offre finalement la chance de faire la rencontre de Vincent, le propriétaire du bateau qui nous a partagé son témoignage de sa traversée de l'Atlantique en voilier. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'ai fait mon voyage en bateau, en fait, je me suis connecté à la nature de manière directe. Si tu vis, j'ai vécu 3 ans directement sur l'eau, avec le vent, avec vraiment, en mangeant les poissons. Et du coup, tu apprends, tu regardes, tu comprends et tu vois, tu constates. J'ai vite constaté aussi les différentes problématiques écologiques. Tout l'effondrement du vivant, en fait, qui est dans les mers, c'est beaucoup moins visible que sur Terre. On voit qu'il n'y a plus d'ours polaires, on voit qu'il n'y a plus d'éléphants, on voit qu'il n'y a plus de girafes, mais tu vois plus qu'il n'y a plus de requins de telle espèce ou des choses comme ça, parce que c'est un massacre qui se fait en silence et sans que personne ne puisse légiférer ou même vérifier des quotas de pêche industrielle, tout comme ça. Moi, quand j'ai traversé le Pacifique, j'ai vu des cargos. Les seuls que j'ai croisés, c'est des gros cargos coréens de pêche qui mettaient des grosses pêches à la palanque, ce qui est interdit, comme ça, des gros hameçons. Ils attendent que n'importe quelle bête vienne de taper dessus et après ils sélectionnent. D'un côté j'ai vu ça et d'un autre côté j'ai aussi un émerveillement de la nature, de waouh, putain, c'est extraordinaire, fait des trucs sous l'eau, dans l'eau, c'est tout un équilibre quand on voit les oiseaux aller chercher les poissons, tout est en harmonie. Tout est sujet d'émerveillement. Avant t'étais basketteur. Ouais. Comment t'en es arrivé à faire une transition basket, bateau, environnement ? Non, j'ai toujours été attiré vers la mer depuis gamin. Et puis c'est des bouquins de Moi Tessier. C'est à la fois un grand navigateur, mais quelqu'un qui est sorti aussi qui a amené la navigation dans un autre état d'esprit, avec un regard différent sur la société, notamment le capitalisme, la richesse, la célébrité, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup inspiré de vivre un peu autrement aussi. Moi j'ai eu une carrière de basketteur où tout le monde me faisait tout pour moi, c'était facile. Et j'étais dans un petit monde, c'est un microcosme si tu veux, donc c'est hyper confortable, hyper agréable, mais c'est pas la vie. Et moi j'avais envie de découvrir le monde, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et pendant 3 ans je suis parti et ça m'a changé, ouais. Et ça m'a d'abord même déprimé au départ. Donc, quand je suis rentré en France et que j'ai vu où on en était, comment on parlait, qu'il y avait rien qui se faisait, waouh, j'ai pris une claque. Je me suis inquiété pour la jeunesse. Mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est justement, et c'est ce qui me motive des fois avec les jeunes, c'est l'espoir.
nom de notre projet. C'est le nom de notre projet, Vent d'Espoir. Ouais, bah, allez-y, soufflez. Soufflez, Vent d'Espoir. Aujourd'hui, cap sur Porquerolles. Entre crique turquoise et culture contemporaine, l'équipage VDE a plongé dans les paysages autrement grâce à l'île de Porquerolles et grâce à la fondation Carmignac. Après une nuit au mouillage, l'équipage met cap vers le port. Entre rire et manœuvre, le trajet s'annonce mouvementé. Arrivé au port, petite galère du jour. Les clés d'un des bateaux tombent dans l'eau. Petite panique au sein de l'équipage, puis éclat de rire quand elles sont repêchées. Une fois cette parenthèse refermée, direction la plage pour un déjeuner rapide, les pieds dans le sable. Puis, changement de cap. Des paysages marins à l'art contemporain à la fondation Carmignac au cœur de l'île. Créée en 2000 par Édouard Carmignac, avec ses 2000 m² de galeries, la fondation gère une collection d'art contemporain d'environ 300 œuvres, principalement axées sur le pop art, mais aussi des créations plus contemporaines. Et c'est ainsi que nous nous aventurons dans une exposition qui bouscule l'œil, interroge l'esprit et nous emmène voyager autrement. Grâce à une visite guidée, nous plongeons dans des œuvres qui, comme la mer, invitent à se perdre pour mieux se retrouver. Cette immersion culturelle n'est pas un simple détour. Elle est une extension de notre voyage, un dialogue entre la sensorialité marine que nous avons explorée et la force émotionnelle des œuvres. Comme si la mer et l'art contemporain se rejoignaient pour nous offrir une pause entre contemplation et inspiration. Nous avons aussi eu la chance d'échanger avec Ismaël, notre guide et témoin, passionné de cet univers qui nous a livré sa vision entre art et partage. Oui, je m'appelle Ismaël Guenounzanz, je suis espagnol et j'ai de la chance de pouvoir être médiateur et guide aussi à la Villa Carmignac, sur l'île de Porquerolles. Et je présente avec mes collègues médiateurs une expo qui a été conçue par Mathieu Poirier. C'est le commissaire qui a été choisi cette année pour présenter l'expo de Vertigo, qui est une expo très intéressante parce qu'elle parle du paysage, mais pas paysage comme une carte postale, paysage comme expérience sensorielle. La Méditerranée, parfois on le pense comme une petite mer tranquille qui se passe rien, mais voilà, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux politiques, économiques et même écologiques, et oui, avec de la divulgation, avec de la patience, avec même on est dans un musée d'art, même les artistes peuvent aider à passer le message aussi. Si je pourrais dire quelque chose, c'est toujours essayer de chercher un équilibre et ne pas être dans les extrêmes. Et je pense que avec de la sérénité, avec de la pédagogie et en étant toujours dans le juste milieu, on peut changer le monde et je pourrais dire ça. Voilà. Les artistes, ils ont cette capacité de dénoncer et de convaincre les gens et de faire des changements. Pour l'expo de la Villa Carmignac cette année, on parle de la beauté des nuances du paysage. Un paysage, c'est pas seulement une scène pour se faire un selfie. Un paysage a une grande profondeur avec beaucoup de nuances. Et si on apprend à voir ces nuances-là, on respecte beaucoup plus peut-être la nature. La jeunesse, vous êtes le futur de la France et du monde en général, et votre rôle est important. Et vous avez une vitalité qui fait que vous pouvez faire changer les choses, et vous avez un rôle très important, évidemment. En fin de journée, retour au port. Douche, apéritif, dîner sur les pontons, la mer s'apaise, et l'équipage aussi. Après l'intensité des découvertes, place à une soirée tranquille à bord des bateaux. Après une nuit assez courte, cette 4e journée commence par un réveil à Porquerolles où nous nous préparons à naviguer jusqu'à Port-Cros. Sur mer, la traversée se passe bien, malgré une navigation houleuse avec plus de 15 nœuds. Certains membres de l'équipe ne le vivent pas très bien, ce qui nous fait attendre impatiemment l'arrivée à Port-Cros, même si on garde le sourire. Ça y est, nous arrivons finalement sur la magnifique île de Port-Cros. C'est l'estomac un peu retourné que tout le monde passe à table avant de commencer les activités de l'après-midi.
Quelques minutes plus tard, nous posons pied à terre, ce qui ravit tout le monde, mais plus particulièrement nos skippers. Franchement, le temps est canon. Elle a cool aussi. On reconnecte avec la nature là. Ouais, plein d'après-midi avec Mère Nature. Nous rejoignons ensuite Anne, avec qui nous allons passer l'après-midi. Je m'appelle Anne et je suis la directrice d'une association qui s'appelle Explore et Préserve. On est basé dans le Var, à Hyères. On travaille sur les problématiques de pression anthropique et l'impact sur le milieu marin. Elle nous explique l'importance des actions pour l'environnement, y compris dans des lieux comme celui-ci avec peu d'habitants, où l'on pourrait croire que la pollution n'est que très faible. Vient ensuite le moment de récolter les déchets. Contre toute attente, les déchets ramassés sont nombreux, et l'on trouve de tout, en allant des emballages de nourriture aux filets de pêche abandonnés, en passant par les microplastiques bien plus compliqués à repérer et tout aussi nocifs. Une fois les déchets ramassés et pesés, Anne a pu nous expliquer plus en profondeur la grandeur de la biodiversité marine, l'impact de l'activité humaine sur cette dernière, et les solutions nécessaires et possibles pour améliorer la situation à notre échelle. Anne a d'ailleurs accepté de nous donner son avis sur le sujet. Faire porter tout le poids, la responsabilité de ce qui est en train de se passer sur les jeunes, je trouve ça complètement injuste et dégueulasse. Vraiment, c'est une question qui concerne absolument tout le monde, tous les publics, aussi bien les vieux que les jeunes. Et c'est ce que les anciens laissent aux jeunes qui va pas du tout. Au niveau politique, surtout, il y a des gros changements, une grosse mesure à prendre. Et non, c'est pas juste un problème qui concerne les jeunes. Par contre, vous pouvez faire des milliards de choses et c'est génial. Vous engagez dans des assos, vous engagez en politique, tout ce qui est aussi droit de l'environnement. Il y a plein de choses à faire. Les océans et les mers sont d'une richesse complètement incroyable. Il faut juste en prendre soin, apprendre à les connaître. Et plus on les connaît, plus on a envie de les protéger. Dans la même après-midi, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec Nicolas, gardien du parc national de Porquerolles, qui nous a expliqué comment il était confronté à la pollution marine et quels étaient ses espoirs pour l'avenir. Du coup, je reviens à ma mer, celle qui est autour de l'île, on est d'accord. C'est un espace de liberté, la mer, dans l'esprit de plein de gens. Donc, du coup, sur le continent, on s'est dit, on va faire du fric avec un espace de liberté. Alors, avec quoi on fait du fric sur la mer? La bouée tractée. La plongée, bouée tractée. Le jet ski. Jet. Paddle. Paddle. J'aime bien le paddle. On dirait ça fait... Non, ça donne du style, je suis d'accord. Mais en tout cas, il y a des activités qui potentiellement posent moins de problèmes. Et puis, il y a des activités qui en posent un peu plus. Donc, on est obligé de se dire, ok, il faut protéger. Mais il faut protéger en incluant l'activité économique. Mais on veut que cette économie soit pas non plus dégradante pour ce qu'on est en train de protéger. Donc, c'est toujours l'équilibre. Notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on puisse conserver la biodiversité qu'on a là sans bloquer l'économie locale. Pourquoi on protège au fait? Toutes les ressources dont on parle, au sommet de toutes les ressources, c'est nous. Donc je vais peut-être vous annoncer un scoop qui va vous faire mal aux oreilles, mais on protège pour l'homme. On ne protège pas la nature pour la nature, c'est pas vrai. Le problème, c'est que si la tortue disparaît, ça va enchaîner sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. À la fin, de toute façon, ça va nous impacter. Donc, égoïstement, il faut qu'on protège la biodiversité si on veut pas disparaître avec l'eau du bain. Nous, on y croit, et si on le fait à notre échelle, à nous, localement, dans notre petit parc national, c'est qu'on sait que ça vaut la peine. Et on a évidemment besoin de jeunes ambassadeurs comme vous, protéger pour vous. Mais même si vous le faites de façon égoïste, faites-le. Toutes les actions que vous allez faire, elles valent le coup. Donc faites-le, même si c'est pour des raisons égoïstes. Ça vaut le coup. Ces deux rencontres nous ont profondément marqués. Depuis l'île, nous ne le voyons peut-être pas autant, mais la destruction de la biodiversité marine par les hommes affecte animaux et humains. Des vies entières sont impactées et avec elles le bon fonctionnement de la biodiversité. Ainsi, à Porquerolles, les acteurs locaux tentent comme ils le peuvent de limiter les dégâts, mais ils ne doivent pas mener leur combat seuls. Sur ces beaux échanges avec Anne et Nicolas, il est temps pour nous de rejoindre les bateaux car la fatigue collective commence à se faire ressentir. Ah oui, alors ce matin, on a eu 5 qui ont failli vomir. Et j'ai été étranglée par un bout, mais sinon c'était super. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour ce petit village. C'était hyper intéressant de parler du coup avec le deuxième intervenant. Et surtout qu'il était hyper encourageant sur du coup notre projet, sur ce qu'on va pouvoir du coup nous porter auprès des autres. Et c'était super. Et on a ramassé 50 kilos de déchets. Voilà,
Nous disons au revoir au magnifique lieu que nous venons à peine de découvrir et partons amarrer un peu plus loin pour passer la nuit. Cette 4e journée, déjà réussie, s'est finie de la meilleure des manières, avec la plus belle baignade de notre semaine et un coucher de soleil encore plus beau. Après une nuit paisible au mouillage dans la magnifique baie de Porquerolles, bercée par le clapotis de l'eau et les premiers rayons du soleil, notre équipage hisse les voiles pour une longue navigation en direction de Toulon. Le vent, généreux et constant, était au rendez-vous, et grâce à lui, nos bateaux ont avancé plus vite que prévu, nous rapprochant rapidement de notre destination. Mais une traversée est toujours faite d'imprévus. L'un de nos voiliers a rencontré des difficultés techniques. Patrice, elle s'est enroulée autour de l'été. L'été, c'est le câble qui relie l'avant du bateau avec le haut du mât. Mais du coup, je peux pas le dérouler. Grâce à la solidarité de l'équipage et à la bonne humeur qui règne à bord, le problème a été résolu avec le sourire, rappelant combien la navigation est une école de patience et de cohésion. Alors que nos deux bateaux atteignent le port de Toulon, un autre prend une route légèrement différente. Sa mission, aller à la rencontre des plongeurs de l'association Poseidon Family. Ces passionnés œuvrent à sensibiliser les nouvelles générations à la pêche éthique et à rappeler l'importance vitale de préserver les fonds marins. Leur engagement illustre parfaitement la nécessité de protéger notre patrimoine maritime, fragile et précieux. Alors Jordan Boissy, je suis président de l'association Poseidon Family. On œuvre pour une pratique d'une pêche sous-marine responsable. On emmène des gens qui sont éloignés de toutes ces valeurs de la Méditerranée, en les accompagnant, en leur montrant la beauté du monde sous l'eau. Si vous mettez un masque, il y a un autre univers en bas qui est magnifique. Il faut le protéger. En 2 heures, on a ramassé plein de canettes, plastiques, serviettes, cordages. Et donc, avec Poseidon Family, on fait des stands, on fait des ateliers, des journées de sensibilisation et on accompagne surtout. Pour notre asso, on essaie d'éveiller les consciences et de montrer ce qu'il faut faire ou pas. Dans l'intérêt des générations futures, parce que même si c'est une pêche irresponsable qui se fait aujourd'hui, ça se ressentira surtout dans une dizaine d'années. Mais il faut faire attention de suite pour que nos enfants et nos petits-enfants ils puissent en profiter comme nous on en a profité. On est jeunes quand même dans le milieu de la pêche ou de l'environnement, mais les anciens, ils disaient qu'il y avait beaucoup plus de poissons et qu'il y a un déclin de la vie sous-marine. Elle est bien faite, je trouve, la réglementation, mais elle n'est pas assez diffusée. Personne ne la connaît. Elle est trop dure à trouver. Et moi, on est un peu les porte-parole pour la diffuser, mais elle est pas accessible en fait. Il faudrait des panneaux de partout, faire intervenir dans les lycées comme je fais, mais sinon elle reste trop floue. Il y a trop de plaisanciers, de jet-ski en été. Il y a de la pollution dans l'eau, sur l'eau, enfin c'est le bordel. Mettez la tête sous l'eau et vous verrez un monde merveilleux. Vous allez kiffer et après, il faut le protéger ensemble. Pendant ce temps, les matelots arrivés à Toulon profitent de cette escale pour recueillir le témoignage d'un invité exceptionnel, l'ancien capitaine du plus grand navire de WWF. À travers ses récits de navigation, il partage une vie dédiée à la protection des océans et nous invite à réfléchir sur l'avenir de la mer et de ceux qui la parcourent. Alors moi j'ai été capitaine pendant 6 ans du Blue Panda. Alors le Blue Panda c'est le bateau d'expédition scientifique et de recherche de la fondation WWF, c'est-à-dire que le WWF qui est la 2e ou la 3e ONG au monde, après avec Greenpeace, Sea Shepherd, etc. C'est le bateau ambassadeur mondial pour la recherche. Je suis le pilote de ce projet-là. Pareil, ils sont venus me chercher parce qu'ils cherchaient un bateau, donc ils me disaient est-ce que tu peux nous aider à trouver le bateau qui convient. Nous ce qu'on veut c'est emmener des scientifiques, transforme-le, modifie-le. Nous, le cahier des charges c'est ça, on fait de l'observation de baleines, on fait de la biopsie. Si vous lisez le dernier rapport du WWF, 70% du vivant a disparu de la planète. Donc c'est énorme.
Stéphane nous présente également son programme scolaire destiné aux jeunes en difficulté. Il les emmène en mer et adapte les cours en fonction de cet environnement. Les mathématiques, la physique ou encore la biologie trouvent ainsi une application concrète dans la navigation et la découverte de l'océan. Le projet a pris 5 ans d'autonomie. On avait 8 adolescents sur 12 qui reprenaient soit une scolarité normale, soit de la formation, qui réintégraient leur famille ou avec qui on travaillait sur l'autonomie en appartement avec un projet professionnel ou scolaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de travailler au sein de cette ONG, de vous engager un peu sur l'environnement? Je suis quand même un peu tourné vers l'autre. Avec les enfants, donc ma première partie de carrière, j'ai fait beaucoup de missions militaires, beaucoup de missions scientifiques. Le bateau était affrété et payé pour faire naviguer les enfants. Et donc je suis embarqué en même temps des équipes scientifiques qui profitaient de faire une traversée de l'Atlantique et d'aller expérimenter des supports, des analyses, des machins, etc. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement avant tout l'humain et son environnement. Et avec ce type d'action que vous menez, c'est tous ceux qui vont le regarder doivent considérer comme des ambassadeurs de transmission de ce message-là. On vous a transmis des données, on vous a transmis un message. Maintenant, c'est vous qui êtes porteur de ce discours, de cette posture, et transmettez. Vous êtes les ambassadeurs, donc si on est ambassadeur, c'est qu'on croit encore que c'est possible. Ainsi, entre navigation, rencontre et découverte, chaque étape de ce voyage est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une immersion au cœur de la Méditerranée, où l'aventure humaine se mêle à la défense du vivant. Le soir venu, nous avons laissé de côté les manœuvres et les missions. Après une douche bien méritée, nous avons simplement profité d'une soirée tous réunis. Après une nuit quelque peu courte et agitée au port de Toulon, il est temps de reprendre des forces avant de conclure la boucle que nous avons entreprise il y a 6 jours déjà. Pour l'un de nos 3 navires, escale à Carqueiranne avant de rejoindre Hyères. Sur place, nous avons la chance de vivre une visite détaillée d'un jardin partagé. Par le biais des propriétaires, nous avons eu l'occasion de rencontrer Nathalie Simon. Sportive de haut niveau et animatrice de télévision, elle s'est posé la question de l'alimentation locale et raisonnée. On est dans une région, et nous ici à Carqueiranne, on est dans une zone avec beaucoup de maraîchage, donc beaucoup de facilité à se nourrir de façon saine et bio, ou en tout cas très raisonnée. C'est plus cher, simplement. Nous ici, c'est plus facile économiquement, je pense. Aujourd'hui, il y a une vraie ségrégation par l'argent. Si on cherche à boucler une fin de mois de façon très difficile, on n'est pas en train de se poser trop la question du bio. C'est presque un problème de riche, entre guillemets, et ça devrait pas l'être. De mon temps, quand j'étais toute petite, beaucoup de grands-parents de nos grands-parents avaient des potagers. Et aujourd'hui, avec le foncier, dans les grandes villes, enfin, c'est compliqué. J'ose espérer, car je suis très optimiste, que ça peut changer pour tous. C'est quelque chose de très politique de dire, on peut, comme on a interdit la publicité pour l'alcool et pour les cigarettes, on pourrait interdire la publicité pour les aliments transformés. Mais on doit aller au-delà des lobbies agroalimentaires, etc. Donc, il y a pas mal de volets, donc il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a une action, mais c'est vous peut-être plus tard, puisque vous faites Sciences Po et que vous serez peut-être des décideurs de demain. Ça va bouleverser beaucoup de choses. Et ça peut aussi engendrer du chômage d'un côté. Donc, la solution, elle n'existe pas. Il n'y a pas non plus une problématique. Nous, on parle de bien manger, mais en réalité, ça touche à plein d'autres choses. Oui, il y a plein de sujets autour de ça. Et l'environnement en est un majeur d'ailleurs. Alors, personnellement, pour moi, le mouvement c'est la vie. Le mouvement, qu'il soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les décisions, etc. À Marseille, terre de foot, on dit si tu ne bouges pas, tu n'as pas la balle. L'espoir, ça doit pas être non plus brûler un cierge le soir et attendre que ça vienne. Pour moi, l'espoir n'est pas philosophique. Pour moi, l'espoir, ça doit être quelque chose que tu entretiens et que tu fais évoluer. C'est donner de l'espoir, c'est pas attendre. Et donner de l'espoir, c'est bouger, c'est la petite goutte d'eau qui va alimenter le ruisseau, puis le fleuve. Nous poursuivons ensuite notre visite par la découverte et la dégustation de plantes insolites. J'ai mélangé gingembre et citronnelle.
les papayers, vous voyez, qui sont vraiment symboles d'abondance parce qu'ils sont tout le temps en train de produire. Il n'y a pas de maladie, tout dans des feuilles, des fleurs, des fruits. Le même principe, c'est prendre soin de l'humain. Donc quand on cultive, quand on travaille, on prend soin de soi. C'est un petit peu ce dont a parlé Nathalie. Et le troisième principe, c'est de fabriquer de l'abondance et après de la partager. Voilà. Donc ça, c'est les principes de la permaculture que j'essaie d'appliquer non seulement à la terre, mais peut-être à la façon de vivre finalement. Tolère un peu l'autre. Tolère ce que tu appelles la mauvaise herbe. Et là, il n'y a pas de mauvaise herbe. Elle peut être indésirable, je peux ne pas en avoir besoin, mais s'il y a des abeilles qui viennent butiner, je sais pas si vous avez vu dehors, c'est pas tondu. Vous avez vu, il y a des fleurs, il y a et c'est ça qu'il faut tolérer. Et on a un petit peu fait un conditionnement où ça doit être propre. Non, un jardin, c'est pas propre, la nature, c'est pas propre. Quand vous êtes dans la mer, vous voyez bien si vous plongez, quel est ta chose, c'est ça la biodiversité. La piscine, elle est propre. Et c'est pas la vie. Ça, là, on est sur un truc mort. Vous seriez venu il y a 2023, c'était le désert total. Et vous voyez, là, c'est vrai que si on se dit il n'y a pas d'espoir, ben on arrête. On se dit, attends, une terre qui a été tassée pendant 20 ans avec des tonnes d'eau. Les bassins se sont perforés et donc il y a du sel qui est parti. Donc là, on est sur un sol, mais qui est mort de chez mort. Et il suffit de se dire, on part d'un petit coin. Hop, on part d'un petit coin. Je savais pas si ça allait marcher. Mais là, regardez, vous arrivez 2 ans plus tard. C'est Gandhi qui disait ça. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà, sinon, si on fait que demander mais qu'on n'agit pas, ça sert à rien. Mais en tout cas, faut garder espoir. Même si on vous dit ça va pas, bah si, moi je crois que ça va aller, donc je fais pour que ça aille. Nous achevons finalement cette riche journée en profitant pleinement de notre dernière et plus belle navigation du séjour pour rejoindre les autres équipages au port de Hyères. Nous entamons alors notre dernière journée après avoir passé la nuit au port de Hyères. Mais la veille, nous avons fait une rencontre inattendue. 2 personnes croisées par hasard avec qui nous avons pris le temps d'échanger. Du coup, en faisant le plein du bateau tout à l'heure, on a rencontré 3 personnes, Barbara, Neil et Peter, avec qui on a pu échanger et qui nous ont du coup expliqué qu'ils ont beaucoup voyagé, notamment dans le Pacifique. Ils ont rejoint l'Alaska en bateau. Du coup, ils nous ont invités sur leur bateau pour qu'on puisse ensemble discuter de la préservation de l'environnement marin et voir un petit peu leur point de vue. My name is Barbara Thomas. I'm from New Zealand. My husband Neil and I built a boat to take up to the North Pacific. We took it up to Japan and Alaska, stopping at a lot of islands on the way. On that trip to Eureka, we got into what they call the Pacific High. It develops in the summer of the North Pacific. The tide goes around like this, and in the middle of that is a pool of rubbish, plastic, polystyrene, and all the bad things that should never be tipped into the sea. And it's killing the ocean, and it's got to stop. Barbara et Neil nous expliquent qu'il existe en Nouvelle-Zélande des lois qui visent à protéger la biodiversité marine, limiter les effets de la pêche, comme par exemple le Fisheries Act de 1996 qui impose de gérer les impacts négatifs de la pêche, y compris sur les espèces protégées. Ou encore le Marine Reserve Act de 1971 qui permet de déclarer des zones marines protégées où la pêche est interdite ou du moins très régulée. Do you think that there is a solution that must be found? Or is it just too big now? I really think that we need to have reserves that let the fish grow. It's only a small area and everybody goes snorkeling there. And they used to see a lot of fish. And now you can go there and never see a fish at all. So they've got to have food as well. So you need to make the reserves big enough so that there is plenty of food chain for them to be able to eat. Pendant ce temps, une autre partie de l'association a eu le privilège de rencontrer Yann Valton, président de l'association Galatea. Créée il y a 10 ans, Galatea est née de l'union de 3 associations hyéroises, la REFPAM, 2000 regards sous la mer et Déclic Bleu. Ensemble, elles ont fondé un festival devenu une véritable vitrine pour les initiatives qui protègent et sensibilisent à l'environnement marin. Donc la REFPAM, c'est une association de valorisation du patrimoine. 2000 regards sous la mer, c'est une association qui était née du Festival international des films sous-marins qui existait il y a pas mal de temps à Antibes. Cette association valorisait les films qui étaient mis en compétition dans ce festival pour après les rediffuser vers des écoles, vers des EHPAD. Et donc, pour donner vraiment une deuxième vie à tous ces films
Et la troisième association, c'est Déclic Bleu Méditerranée, dont je suis aussi le président. C'est une association de photographes sous-marins. Faire des expositions pour sensibiliser, d'abord dans les écoles à l'échelle locale, et ensuite on a fait des expos partout. On en a fait à Paris, sous la Tour Eiffel, on en a fait à Monaco. Le but premier du festival, c'est de sensibiliser le public que vous recevez. En fait, c'est mieux connaître pour mieux protéger. On n'est jamais autant destructeur que quand on est ignorant. Apprendre à connaître et semer la graine d'abord chez les petits. Ils ont de la curiosité, ils ont pas trop de préjugés. Il y a 4 jours, 2 jours entiers pour les scolaires. L'année dernière, on a fait quand même venir 3000 scolaires. Maternelle à BTS. Que cette année, on a un parrain qui est quand même pas ridicule. Cette année, c'est Paul Watson. Yann Valton nous parle ensuite de la plongée, de son évolution au fil des années, des règles essentielles pour préserver la biodiversité et de l'impact environnemental de cette pratique. On a vu l'intérêt grandir, on a vu que ça s'est ouvert aux masses. Même si au départ, la plongée, c'était quand même quelque chose qui venait de l'armée. On a commencé à rendre la plongée plus fun. C'est ouvert à beaucoup plus de monde, c'est accessible à beaucoup plus de monde. D'ailleurs, quand une plongée, une fois qu'on a passé ces niveaux, qu'on n'est plus en train de faire de la plongée technique, ça s'appelle une exploration. Mais c'est exactement ça. On est dans un monde différent. Au niveau de pas mettre les lumières dans la gueule de poisson, pas se poser au fond, quel que soit le fond, ne pas se poser au fond, pas ramasser, parce qu'on voit pas tous les détails de ce qu'on écrase. Ne rien ramener, ça évidemment, c'est la base. Voilà tous les comportements, l'évolution de la plongée, et au niveau changement lié au climat. On a vu des choses il y a 2 ans et demi. Pendant l'été, on a vu un coup de chaud. L'eau a été à plus de 26 degrés sur les 10 premiers mètres pendant une semaine. On a constaté en fait sur une plongée, moi je faisais un baptême et puis j'ai vu les planches bizarres. J'ai donné les copains, le lendemain on est retourné plonger pour faire un état des lieux et là on a vu gorgone et éponge vraiment typiquement elles étaient en train de crever. On a beaucoup d'expérience donc on voit les choses qui sont pas normales. Et on a les moyens de ramener des images de qualité. Donc on a des preuves. Après ces rencontres et ces conversations enrichissantes, vient le temps du départ. Après un grand nettoyage de chaque voilier, on fait le check-out et puis c'est le moment de se dire au revoir. Les adieux sont empreints d'émotions. C'est la fin d'une semaine intense, mais aussi l'aboutissement d'une année de travail. Un projet qui a mobilisé nos énergies, nos ressources et surtout notre engagement commun. Vendée Sport 2025 s'achève, mais l'élan qu'il a créé, lui, se poursuit. Vendée Sport en un mot. Enrichissant. Aventure. Énorme. Rencontre. Résilience. Gratifiant. Souvenir. Plaisir. Touchant. C'est ainsi que s'achève notre documentaire et par la suite notre belle aventure marine. Pour la 2e année consécutive, Vendée Sport a pris la mer. Pendant 5 jours, nous avons navigué entre les îles, affronté quelques imprévus, mais surtout multiplié les rencontres. Auprès des acteurs locaux, nous avons entendu des témoignages qui résonnent encore. L'inquiétude face à la surpêche, l'impact du trafic maritime, la pression du tourisme, mais aussi l'énergie et l'engagement de ceux qui chaque jour se battent pour préserver cette mer. Ce voyage nous a rappelé que sensibiliser, c'est d'abord écouter. Nous avons appris que l'océan n'est pas seulement un décor à admirer, mais un patrimoine commun à défendre. Et surtout, que la mer a ce pouvoir. Rassembler des étudiants venus d'horizons différents autour d'une même cause et transformer une traversée en expérience de vie. Notre mission était simple, comprendre, témoigner et transmettre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous l'avons accompli, mais ce n'est qu'une étape. Car la lutte pour préserver nos océans ne s'arrête pas au retour au port. Elle se poursuit bel et bien à terre, dans nos choix, nos gestes, nos voix. Nous voulons remercier chaleureusement nos sponsors et partenaires sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Et bien sûr, un immense merci à vous, les Espoliens, qui avez cru en nous et porté ce projet avec vos encouragements. Vendée Espoir, c'est plus qu'une croisière, c'est une promesse. Une promesse de continuer à agir, à sensibiliser et à naviguer ensemble vers un avenir où la mer aura toujours sa place. Alors continuons ensemble à faire souffler ce vent d'espoir.
to be tamed, singing you. Curse me, stop, but you know